Donc Vincent Morel, qui est pneumologue de formation, travaille depuis plus de 15 ans maintenant dans les soins palliatifs, à la fois sur une activité d'équipe mobile, mais également en unité de soins palliatifs. Il a été président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, de 2012 à 2015, et il a activement travaillé au processus d'écriture de la loi sur la fin de vie, dite Claes-Leonetti. Il a ensuite présidé le comité de pilotage du plan national pour le développement des soins palliatifs entre 2015 et 2018. Et il est actuellement le président du conseil scientifique de la SFAP. Et ses thématiques de recherche s'articulent principalement en soins primaires sur l'accès et la mise en œuvre des soins palliatifs à domicile. Vincent, si c'est tout bon pour toi, je vois que c'est bon. Je te laisse la J'ai un parole. petit souci technique, c'est que je ne... Ah, attendez, je ne me vois plus. Je ne sais plus où je suis. Ah, tu as plusieurs écrans peut-être. C'est arrêté. Attendez, je reprends tout. Ouais. Voilà. Et voilà. Et normalement, c'est bon. Alors, j'ai trop d'écrans allumés en fait. Ouais. Trop d'écrans allumés. Ça doit être celui-ci. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Ouais. Hop. Peut-être tu peux le mettre. Voilà, parfait. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut? C'est très bien. Eh ben, je te laisse la parole. Parfait. Pour ta Merci présentation. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est très sympathique d'organiser ce colloque à distance. Moi, je suis ravi. J'ai quand même un seul regret, c'est que d'habitude, je profite des échanges que l'on a ensemble des deux côtés de l'Atlantique pour venir quelques jours dans cette belle province que j'adore. Donc là, je vais simplement faire la présentation de mon bureau. Je vais essayer d'aborder avec vous une approche un peu plus macroscopique de ce qui s'est passé sur l'adaptation des acteurs de soins palliatifs à la crise Covid, même si je reprendrai un petit peu dans la suite du docteur Tremblay, et merci beaucoup pour votre présentation. Donc même si je reprendrai un peu les adaptations qu'on a pu faire en France autour des protocoles, autour des procédures, de façon à accompagner le mieux possible les patients. Alors, il n'y a pas de lien d'intérêt sur la présentation. Alors, mon propos va s'attacher à décrire une enquête que l'on a réalisée avec le conseil scientifique de la SFAP pour comprendre un petit peu l'impact de la crise. Mais auparavant, je voudrais quand même évoquer avec vous un peu le contexte de cette crise sans précédent, c'est-à-dire dans quelles conditions en France nous avons travaillé et accompagné les patients et comment finalement et pourquoi il a fallu s'adapter. Alors, sur cette première planche, je voudrais insister sur le fait qu'on a travaillé quand même, mais on continue, j'ai l'impression encore un peu y être, à travailler dans un contexte d'incertitude et d'angoisse. Je vous ai mis à l'image la photo de M. Salomon, que vous ne connaissez pas de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est le directeur de la DGS. Et c'était la personne qui, tous les soirs, depuis le mois de mars, venait énumérer le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, et finalement est venu décrire la courbe que je vous montre là, qui est la courbe des décès en France entre le mois de mars et le mois de juin, où nous sommes à peu près aujourd'hui à 493 morts pour 1 million d'habitants, avec ce pic épidémique que l'on voit bien. Et à titre de comparaison, la courbe au Canada est relativement proche de celle de la France, même s'il y a un plateau plus important, un pic moins relevé, mais par contre avec un nombre de décès nettement inférieur, puisqu'il n'y a que 260 décès par million d'habitants, et donc un pic de la courbe qui est, je crois, autour de 300 à 400 patients, quand en France, il était à près de 1000 décès par jour à un moment donné. Alors, cette incertitude, elle est liée au fait qu'on ne connaissait pas l'épidémie. Elle était liée au fait aussi qu'on avait des connaissances sur la maladie qui s'enrichissaient au fil de l'eau. Et ça apparaît très clairement dans le retour que l'on va voir de l'enquête, c'est-à-dire qu'il a fallu s'adapter. Et comme le dit bien le docteur Tremblay, il a fallu qu'on écrive des choses ne sachant pas. D'abord, comment les malades allaient évoluer, avec une espèce de peur massive d'un afflux très important de patients qui seraient en tableau de détresse respiratoire. Et heureusement, comme vous l'avez montré, Mme Tremblay, il y a quand même eu un certain nombre de patients qui n'ont pas présenté ces tableaux de détresse respiratoire et qui ont permis d'être mieux pris en charge. Au-delà de ce contexte d'incertitude et d'angoisse, il y a eu un effet de sidération. On a tous vécu, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai perçu les choses du côté de la France. Sidération par l'épidémie, sidération aussi par un confinement inédit. Si vous vouliez visiter Paris, regardez l'image de l'Assemblée nationale.
elle est magnifique. Il n'y avait personne dans les rues. Et dans quelques-unes de nos villes, même, on retrouvait les animaux des forêts qui venaient. Et puis, on a aussi eu des modalités de travail qui n'avaient jamais été éprouvées. Alors, ce n'est pas simplement le télétravail. C'est, par exemple, le cas de ces 644 patients qui ont été transférés par des transports sanitaires. Et là, vous avez l'exemple de la transformation de nos TGV en trains sanitaires, où vous aviez les malades qui étaient mis sur les fauteuils et où c'était vraiment 20, 30, 40 patients qui traversaient la France en TGV. Donc vraiment des choses assez impressionnantes dans ce confinement qui a duré 2 mois. Alors très rapidement, tout le monde s'est adapté, mais il a aussi été souhaité par le président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs que nous puissions rapidement analyser, presque à chaud, ce qui s'était passé, de façon non seulement à pouvoir faire un feedback, mais aussi pouvoir déjà commencer à imaginer ce que serait demain. Et ça, c'était au mois d'avril qui nous l'a demandé. Or, demain, au mois d'avril, c'est aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la crise et nous avons eu des informations, par exemple, hier, de notre président de la République qui mettait un couvre-feu sur un tiers de la France de 21h à 6h le matin. Et donc, l'objectif, c'était d'analyser finalement pour mieux se préparer et mieux s'adapter. Donc, on a analysé l'impact de la crise sur nos organisations et nos pratiques. On a essayé de repérer les points de tension majeurs, mais aussi les réalisations qui ont donné satisfaction. Et l'objectif étant également de dégager les points qu'il fallait conserver et ceux qu'il fallait améliorer, tout cela pour demain. La méthode, ça a été de mobiliser le conseil scientifique de la Société française de soins palliatifs. Le conseil scientifique, c'est 30 à 40 personnes qui ont fait une enquête de terrain réalisée du 19 mai au 2 juin 2020 auprès de l'ensemble des structures de soins palliatifs et associations de bénévoles, sauf pour les personnes qui travaillent dans les lits identifiés dans les établissements d'hospitalisation à domicile. Et je vous présenterai tout à l'heure, dans les diapositives suivantes, l'organisation de nos soins pour que vous puissiez vous repérer sur l'organisation française. Donc, on demandait à chacune des acteurs, à chaque structure, équipe mobile, unité de soins palliatifs, association de bénévoles, de décrire les 3 principales difficultés ou points de tension qu'ils ont pu rencontrer et d'expliquer les raisons de ces difficultés, les raisons de ces points de tension. Parallèlement, parce que je pense que dans toute crise, il y a des leçons positives à retirer, ça a été de décrire les 2 ou 3 dispositifs, expériences, outils, méthodes de travail, comme des protocoles qui ont été mis en œuvre, qui ont été satisfaisants finalement et qui ont répondu aux attentes. À partir de là, nous avons eu, on verra tout à l'heure, 70 à 80 réponses et on a fait une analyse qualitative où on a croisé à 3 personnes, le professeur Persaud-Chambard, le docteur Sardin et moi-même, on a fait 3 analyses séparées. On a mis en commun lors d'une réunion de conseil scientifique et j'ai pu faire cette première présentation au congrès de l'ASFAP en juin 2020. Bien sûr, ce travail d'analyse n'est que parcellaire et a des limites. Tout d'abord, c'est un travail qui a été fait dans l'urgence. Vous voyez, mobilisé le 4 avril par le président de l'ASFAP et on lance l'enquête au mois de mai. On a volontairement donné un délai très court de réponse parce qu'on voulait présenter les résultats au congrès de l'ASFAP et on voulait pouvoir avoir des retours rapides. On est dans un travail de post-crise immédiat. Ça a un avantage, c'est qu'il y a moins d'effets mémoire, mais d'un autre côté, on mature moins notre réflexion. Même si nous avons eu ce que nous considérons être une saturation et une suffisance des données, nous sommes néanmoins dans des réponses parcellaires. Ça ne représente pas toutes les structures. Et puis, beaucoup d'équipes étaient à ce moment-là encore dans une activité importante. Alors, juste avant d'évoquer avec vous les résultats, je voudrais présenter pour nos collègues québécois l'organisation des soins palliatifs en France et dire qu'ils s'organisent de façon graduée autour de structures qui vont aller dans le système sanitaire à l'hôpital et de structures qui vont plutôt aller à domicile et en EHPAD. La graduation dans le secteur sanitaire, c'est-à-dire à l'hôpital, est autour de 3 niveaux, avec un premier sous-niveau ou premier niveau qui est d'abord le service qui prend en charge lui-même les patients parce qu'il a une certaine autonomie, le service de cardiologie, de pneumologie par exemple. Puis ils peuvent faire appel à des équipes mobiles de soins palliatifs, des consultants qui vont venir dans les services. Et en France, il y a 424 équipes adultes
mobiles de soins palliatifs et une spécificité française qui est qu'il y a 22 équipes régionales pédiatriques de soins palliatifs. Dans le champ sanitaire, toujours à l'hôpital, il y a des services qui ont une activité intensive en soins palliatifs. Je prends les services de cancérologie, les services de pneumologie. Et pour ces services, on a déployé ce qu'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des unités de soins palliatifs spécialisées avec une activité exclusive en soins palliatifs, mais ce sont quand même des services qui ont une compétence, une expérience dans la prise en charge des soins palliatifs et qui ont finalement une certaine autonomie dans l'accompagnement des patients, même si, bien sûr, ils peuvent faire appel aux équipes mobiles. Parallèlement et comme dernier niveau, vous avez les unités de soins palliatifs que vous avez aussi au Québec et en France, elles sont au nombre de 140 et elles prennent en charge les patients en situation lourde et complexe. On a le pendant de cette graduation à domicile et dans les établissements, les EHPAD, c'est les établissements pour personnes âgées dépendantes, où le premier niveau, c'est le médecin traitant et son réseau. Puis, on peut faire appel en soutien, ce qu'on appelle les réseaux de soins palliatifs ou les plateformes d'appui pour aider à la coordination, ou même des équipes mobiles qui vont venir appuyer les équipes, à tel point que très régulièrement, quasiment la plupart des EHPAD et c'est soins en France, c'est-à-dire des établissements de personnes âgées, sont conventionnés avec des équipes mobiles. Ça, c'était avant la crise et on verra tout l'intérêt que ça a eu d'avoir une connaissance des établissements au préalable. Et enfin, nous avons une spécificité française qui sont les services d'hospitalisation à domicile qui peuvent finalement alors, presque amener l'hôpital à la maison, qui en France représentent 120 000 patients par an pris en charge. Ce sont les chiffres de 2019 que j'ai pris ce matin, et dont 25% en soins palliatifs. Ça veut dire que chaque année en France, vous avez 30 000 patients qui sont pris en charge à domicile par ces services d'hospitalisation à domicile, qui sont capables de mobiliser énormément les soignants, et on peut aller à titre de comparaison jusqu'à 4-5 passages soignants par jour, et ces patients qui sont à domicile peuvent bénéficier de toute la technique hospitalière, c'est-à-dire les seringues électriques, les aspirations, et un patient à domicile peut parfaitement avoir 2, 3, voire 4 pompes injectables, 3 ou 4 seringues électriques et un dispositif d'aspiration. Et je sais qu'on a cette capacité d'intensifier les soins à domicile qui est intéressant. Pour autant, une petite carte en jaune pour montrer les inégalités territoriales. Là, j'ai simplement repris la couleur, enfin, les unités de soins palliatifs, et vous voyez que la densité en termes de lits pour 1000 habitants décédés est très variable d'un territoire à l'autre. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur, la plus belle région française. Bon, Élodie ne dira pas, qui est la Bretagne, où on est beaucoup d'unités de soins palliatifs. Et puis, vous avez des régions en France qui sont en blanc clair, où il y a beaucoup moins d'unités de soins palliatifs. Voilà. Donc ça, là, vous voyez ici la Bretagne, Rennes est ici. Hein, et donc là, il y a beaucoup de relative grande densité en soins palliatifs. Alors maintenant, rentrons dans le vif des résultats et la présentation des travaux. La première chose que je voudrais noter, c'est déjà une mobilisation importante, puisque vous voyez que, alors même qu'il y a, bon, on va me dire 140 unités, qu'il y a un certain nombre d'équipes mobiles, eh bien, on a quand même 17 unités de soins palliatifs qui ont répondu, 39 équipes mobiles, 15 associations de bénévoles. Je vous ai dit les listes, on a 2 services qui ont répondu, mais normalement, l'enquête n'était pas destinée. On devait simplement faire les enquêtes sur les unités de soins palliatifs et autour des équipes mobiles de soins palliatifs et les associations de bénévoles. Donc, on a quand même des réponses qui sont des réponses extrêmement intéressantes, avec au total 75 équipes qui ont répondu. La carte que vous avez ici présente l'état de la France au 5 mai 2020 avec 3 zones. On avait des zones en rouge, en gros l'épidémie c'était à fond, les structures étaient débordées, c'était les zones extrêmement touchées par la crise qui ont pris plein de fouet. Puis on avait la carte orange ici, qui étaient les zones moins impactées par le Covid, mais quand même avec un impact. Et puis finalement, la carte verte, c'est-à-dire une grande partie ouest, toute la partie ouest de la France finalement, qui a été une zone nettement moins impactée par les Covid en termes d'hospitalisation, mais pour autant qui a dû se préparer à accueillir des patients et qui
finalement, vivaient la même situation, peut-être sous une forme d'anxiété anticipatrice, mais la même situation avec le confinement et tout ce qu'il y avait. Alors déjà, la première chose, moi je souligne cette mobilisation importante dans un très court terme. Autre point important, je l'explique dès maintenant, je ne réinsisterai pas forcément, mais dans tous les résultats, on a vu finalement très peu de différence entre ces trois zones dans l'adaptation des équipes, dans le vécu des équipes par rapport à la prise en charge des patients en fin de vie. Parce que ce qu'on a repéré, c'est que finalement, notre organisation, elle a impacté toutes les unités, tous les services de soins palliatifs, elle a impacté tous les EHPAD, elle a impacté tous les établissements. Et que lorsque dans la région rouge, ici, on interdisait les visites dans les maisons de retraite, et bien c'est exactement la même chose dans ma région aussi. Enfin, je parle de saturation des données, puisque on a eu une répétition des résultats dans notre analyse qualitative. Ah. Alors, commençons par les difficultés. D'abord, quelques difficultés sur notre capacité à travailler. Je dégagerai deux grandes premières choses qui nous ont gênés dans le travail. D'abord, c'était de vivre et de travailler avec l'angoisse liée au Covid, puis j'évoquerai le manque de matériel. Il faut reconnaître que cette adaptation à une situation inconnue a eu un impact réel sur notre vie personnelle, au-delà de notre vie professionnelle, et que cet impact sur la vie personnelle décrite par les répondants avait une influence sur la vie professionnelle. Dans les zones rouges, on était dedans, on vivait dedans. Mais dans les zones vertes moins marquées, il y avait une véritable anxiété anticipatrice, c'est-à-dire l'inquiétude de ce qui pourrait se passer, et on attendait la vague. On voyait nos amis souffrir dans les zones rouges et on attendait que ça arrive. Heureusement, le confinement a fait qu'elle n'est jamais arrivée, mais on attendait les premiers malades avec une certaine anxiété de savoir si on allait arriver à les prendre en charge. Puis surtout, il y a des choses qu'on ne voulait pas trop vivre, de l'afflux massif de patients. Donc, il a fallu vivre avec cette incertitude, arriver à concilier l'impact sur la vie personnelle, sur les angoisses familiales et le travail. En France, nous avons eu, je ne sais pas comment c'était au Québec, mais un vrai souci sur le matériel de protection. Le premier mois, nous n'avions pas accès aux masques, nous n'avions pas accès aux blouses. Et là, ça a été une vraie difficulté. Les personnes qui ont pris la vague en premier, les pays de l'Est, la zone Est de la France, a travaillé quasiment sans masque de protection. Tout s'est remis un peu en ordre au bout de 4 à 6 semaines, mais ça a été une vraie difficulté. Nous avons aussi vécu une difficulté d'approvisionnement en midazolam. Et il a fallu que nous revoyions l'ensemble de nos pratiques pour pouvoir se substituer le midazolam avec d'autres molécules, et c'est là en particulier qu'on a utilisé le Rivotril et qu'on a écrit tout un document de réappropriation de l'utilisation des benzodiazépines en cas de carence en midazolam, parce que le midazolam, bien évidemment, était réservé aux patients en réanimation. Et à titre d'illustration, la plus grosse unité de soins palliatifs de Paris, qui est la maison médicale Jeanne Garnier, près de 80 lits, a travaillé pendant plusieurs mois sans midazolam, alors que c'était sa molécule de référence. Donc, il a fallu réinventer nos pratiques. Ces difficultés sur le travail. Associées à ces difficultés pour bien travailler, des difficultés sur la prise en charge et l'accompagnement des familles. Majoritairement, ça a été une difficulté à l'accès aux patients. Tout le monde a vécu avec grande difficulté le fait qu'on ne pouvait pas rentrer en relation avec les patients. Les visites des familles étaient très limitées, voire interdites. Les intervenants extérieurs ne venaient plus. Les bénévoles ne pouvaient plus intervenir et également, il y avait un accès, on en parlera peut-être tout à l'heure pour le deuil, un accès difficile, voire impossible au corps des défunts. Quasiment toutes les équipes qui ont répondu ont souligné cette grande difficulté, ce caractère invivable de la disparition du lien social lors de la prise en charge des personnes. L'accès impossible au corps des défunts était une catastrophe. On pouvait à peine ouvrir le sac dans lequel ils étaient, parce qu'ils étaient mis dans un sac mortuaire. Les visites des familles, c'était au travers de la vide, comme vous l'avez sûrement vécu aussi. Et voici un petit verbatim. L'accompagnement du patient en secteur Covid lié aux conditions d'isolement particulières de ces services, et notamment de la tenue cosmonaute qu'il fallait porter,
comment vivre la relation avec le patient si fondamentale en soins palliatifs dans ce contexte. À côté de ça, nous avions une évolution des patients qui au début était très surprenante. C'est-à-dire qu'une évolution très rapide, maintenant on le connaît, ça nous paraît simple de dire que AJ8, ils vont s'aggraver, que si on commence à mettre de l'oxygène, il va falloir d'emblée se dire que c'est grave. Mais au début, l'évolution clinique des patients était inconnue et elle était imprévisible. Ce qui a aussi nécessité de notre part des adaptations dans l'accompagnement des équipes et des adaptations dans les ajustements, en particulier des recommandations que l'on a pu faire avec différentes versions. Aujourd'hui, on sait, on connaît la maladie, on sait comment les accompagner. Dr Tremblay a très bien expliqué que nous connaissons aujourd'hui les doses justes des traitements et nous savons ne pas paniquer lorsqu'un patient s'aggrave et nous savons aussi qu'il y a des patients parfaitement asymptomatiques. Mais face à l'absence des produits, face à l'évolution inconnue, face au risque d'afflux de patients, c'est-à-dire l'incapacité pour les équipes de pouvoir se mobiliser autour des patients, nous avons écrit beaucoup de recommandations. Certains de nos collègues ont fait part de recommandations trop nombreuses, parfois divergentes. Mais oui, il y a des débats sur les recommandations, avec des propositions de la Société française de soins palliatifs, j'en parlerai tout à l'heure, qui ne semblaient pas toujours adaptées, avec des doses peut-être un tout petit peu plus élevées que d'habitude. C'est un peu ce que vous avez décrit aussi, le Dr Tremblay, j'ai vu sur votre diapositive. Donc parfois, ces recommandations apparaissaient comme déstabilisantes. Pour autant, et c'est aussi intéressant, d'autres personnes, et parfois peut-être les mêmes, pouvaient dire qu'ils avaient été déstabilisés par ces recommandations, mais en même temps rassurés, et qu'en même temps, ça leur a permis de construire une nouvelle pratique, de s'adapter à une nouvelle clinique et de pouvoir aussi soutenir les collègues qui étaient en difficulté. Parce qu'il a fallu accompagner les équipes, s'organiser, mais l'organisation et l'accompagnement des équipes n'a pas toujours été simple, car elle a entraîné une réorganisation profonde des équipes. En particulier sur les équipes mobiles, les 424 équipes mobiles, elles ont eu une baisse d'activité extrêmement importante, puisqu'il n'y avait plus de malades à l'hôpital, puisqu'ils ne venaient plus, puisqu'on ne pouvait plus aller à la maison, puisqu'on ne pouvait plus aller dans les EHPAD pour des raisons de sécurité. Et donc, il y a eu un redéploiement, une réaffectation des professionnels. Et tournez pas les pouces, nos collègues, c'est du deuxième degré, vous imaginez bien, simplement, elles ont été réquisitionnées. Et on voit bien que la réquisition d'une des infirmières d'une équipe d'un établissement d'où elle était détachée diminuait le personnel de l'équipe. Quand on passe de 2,8 équivalents temps plein à 1,8 équivalent temps plein d'infirmières, l'équipe mobile ne peut plus fonctionner. Le travail habituel dans les établissements pour personnes âgées, le travail habituel à domicile n'était pas réalisable. Et le partenariat, le lien avec les acteurs habituels a aussi été mis en tension parce que tout le monde était en tension. Et vous imaginez bien que sur un territoire, vous avez sûrement vécu la même chose, donner l'information sur l'ensemble d'un territoire est compliqué. Ainsi, voilà un verbatim, on a pu percevoir la difficulté du lien ville-hôpital pour mettre en place une organisation commune, notamment avec des EHPAD, même si dans d'autres régions, par exemple, et moi je l'ai vécu sur mon territoire, en région Bretagne, l'ensemble des maisons de retraite étaient reliées en visioconférence une fois tous les 15 jours pour faire un point. Donc on était capable de faire des réunions à 150, 200 équipes de maisons de retraite. Alors je passe sur le verbatim pour aller sur les éléments de satisfaction. Non. Les éléments de satisfaction, ben moi, le premier élément de satisfaction que j'ai et qui me réjouit, c'est qu'il y a eu des éléments de satisfaction. C'est-à-dire qu'on a su trouver, on a su inventer, on a su réagir pour garder, faciliter les liens. On se pose parfois la question de comment gérer la demande, est-ce qu'il faut être proactif, est-ce qu'il faut anticiper. Là, clairement, la proactivité par des appels téléphoniques systématiques dans les structures a été un moyen manifeste de garder le lien avec les professionnels et les équipes. Nous avons vu des brigades de soignants qui se sont organisées. Nous avons l'ensemble des établissements mis le téléphone, les télévisions gratuites. Mais encore plus que ce lien qui a été gardé, on voit que l'anticipation dans les prises en charge a été majeure. C'est-à-dire la capacité d'élaborer des outils, d'élaborer des arbres décisionnels, d'élaborer des protocoles en cas de détresse, et vous l'avez très bien souligné dans la première présentation. Ça a été largement diffusé dans les EHPAD, ça a été remanié en fonction des pratiques, ça a été remanié en fonction de l'expérience, mais c'était très utile. Et ce qui a aussi été très utile, c'est le lien que nous travaillons avec nos services de régulation, que sont les centres 15, les petits bonhommes blancs que vous voyez, qui est l'affiche SAMU Paris, ou urgence palliative. C'est-à-dire qu'en France, il y a maintenant une fiche de liaison avec les services d'urgence
qui permettent, des services de régulation qui permettent au médecin qui va réguler l'ensemble des centres de régulation, des urgences, d'une fiche d'information pour les patients, de façon à ce que les patients puissent savoir ce qu'ils vont avoir au cas où. Et dans cette fiche, on va anticiper les prises en charge, c'est-à-dire on va donner au médecin régulateur une connaissance sur la maladie, on va donner le niveau de soins souhaité, le lieu d'hospitalisation envisagé, les complications attendues. Ainsi, les services de régulation vont avoir des repères pour identifier au mieux les patients en termes d'hospitalisation possible et en termes surtout de niveau de soins et d'éviter l'acharnement thérapeutique. Et ce travail, il a été essentiel, en particulier pour savoir s'il fallait adresser des patients ou pas en réanimation. Et les équipes mobiles ont énormément travaillé avec l'ensemble des services d'urgence pour faciliter le lien. Autre élément de satisfaction a été la réorganisation des équipes pour pouvoir intervenir dans les zones Covid. Donc, les acteurs des équipes mobiles de soins palliatifs sont intervenus dans les services de soins palliatifs. Il y a eu des unités de soins palliatifs créées des nouveaux, en particulier dans les zones rouges, avec des acteurs des équipes mobiles. Et puis surtout, on a travaillé à une meilleure coordination, à renforcer le lien avec les maisons de retraite et à créer des lignes d'astreinte, de façon à ce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les maximums de territoires français, les collègues puissent nous joindre si besoin. Et cette création de lignes d'astreinte a été vraiment un élément majeur de satisfaction parce qu'on a pu faire aboutir des choses qu'on avait dans les cartons depuis longtemps. Et dans ces cartons, on avait aussi les soins palliatifs 2.0, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil numérique, comme on le fait, même si on voit là qu'il y a des difficultés, l'utilisation de la visioconférence, de la visioconsultation a été extrêmement importante. Elle a aussi été soutenue par nos institutions, où la plupart d'entre nous avons trouvé finalement que les soins palliatifs ont trouvé une plus grande place dans son institution, parce qu'on les interrogeait sur l'organisation qu'ils devaient mettre en place ou qu'il fallait qu'ils mettent en place. Pour autant, je voudrais faire un petit focus sur les bénévolats pour dire que pour les bénévoles, la situation n'a pas été toujours facile parce qu'il y a une espèce de fermeture des services à toutes les personnes extérieures, mais les associations de bénévoles se sont aussi mobilisées à travers des écoutes téléphoniques pour essayer d'agir au maximum sur le terrain. Ça a été une vraie difficulté pour eux à agir et je pense que ça contribue chez eux aussi à une forme de réflexion sur la place, l'organisation du bénévolat et comment arriver demain à faire état d'une présence soignante des bénévoles dans le service. Peut-être qu'il faut engager une réflexion sur le périmètre, sur des nouvelles modalités d'action du bénévolat au travers de cette crise. Mais je voudrais souligner l'engagement des 305 associations de bénévolat d'accompagnement en France auprès des résidents et comment chacun a essayé d'inventer. Alors, un petit focus simplement sur la contribution de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il y a d'abord eu des liens très forts avec les institutions. Le ministère a directement contacté l'ASFA pour travailler, pour envisager les adaptations qu'il fallait mettre en place. On a été mobilisé sur l'accès, sur des textes réglementaires, sur l'accès aux différentes molécules, sur les adaptations des pratiques funéraires. Et finalement, l'ASFAP a travaillé sur des fiches conseils générales sur la prise en charge Covid, sur les fiches de dyspnée, de détresse respiratoire avec 3 versions, 20 mars, 30 mars, 17 avril, et on a des outils différents, mais l'idée était la même que celle que vous avez présentée, Dr Tremblay, tout à l'heure, c'est d'être présent dans les équipes. On a travaillé sur les enjeux éthiques, sur la communication, et un gros rôle aussi avec les médias pour dédramatiser et rassurer sur la prise en charge. Alors, que retenir? Quand je l'ai fait au mois de juin, c'était que retenir pour demain. J'ai envie de dire aujourd'hui, que retenir pour aujourd'hui? Puisque la fiche du monde que vous voyez ici, c'est le monde d'hier. Le Monde, c'est le quotidien national français, c'est-à-dire l'inquiétante envolée de l'épidémie en Europe. Je crois que ça nous dit encore aujourd'hui, cette enquête, de comment doit-on vivre avec l'incertitude. Très certainement,
il faut prendre en compte la nécessité de garder une relation humaine directe, garder le lien social. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans cette deuxième vague que nous traversons en Europe et en France, il n'est plus question de confinement. Il n'est plus question de fermer les EHPAD. Il n'est plus question d'interdire les visites. Il est question d'organiser le lien social avec des mesures barrières. Et c'est à la fois nécessaire pour les patients, c'est nécessaire pour les familles et c'est nécessaire pour les soignants. Il va falloir sûrement que nous gardons tenions la tension éthique entre la prise en compte de la singularité de chacun, de la volonté de chacun de vivre comme avant, de vouloir faire ce qu'on souhaite, mais tout en pensant à la protection collective. Et en ce sens, cette crise, y compris dans l'axe des soins palliatifs, a beaucoup interrogé cette question de la protection collective, qui est peut-être allée au maximum avec la fermeture des EHPAD et qui a pu détruire le lien social. Il faudra sûrement que nous gardions notre proactivité, que nous gardions notre capacité d'adaptation, tout en étant conscients qu'il y a une fatigue qui s'installe, parce que l'enjeu à venir, c'est d'arriver à continuer à faire vivre notre solidarité. Et ça a été vraiment ce qui est ressorti de cette enquête nationale, c'est que tout le monde avait envie de faire au mieux dans un monde qui est encore aujourd'hui incertain, mais pour lequel chacun est prêt à donner toute son énergie pour s'adapter. Voilà.